2 personnes descendent par un col enneigé, avec le silhouette lointaine de la montagne Otorten à l'horizon. C'est le nord de l'Oural. Un vent désagréable, des nuages sombres, et le froid crée une atmosphère morose. Février ici est vraiment rigoureux. 2 étudiants de l'Université polytechnique de l'Oural se trouvent dans les montagnes, à la recherche de leurs amis. Il y a environ 10 jours, les secouristes sont tombés sur une tache sombre dans la neige, qui s'est révélée être la tente du groupe disparu. À l'intérieur, ils n'ont trouvé personne, seulement des affaires abandonnées. Les étudiants ont commencé à appeler leurs amis, espérant qu'ils étaient à proximité, mais leurs cris sont restés sans réponse. Bientôt, ils tomberont sur les corps de 9 membres congelés du groupe de touristes de Dyatlov. Des blessures inhabituelles seront remarquées sur les dépouilles. Et chez certains, des yeux et une langue seront absents. Beaucoup des victimes se retrouveront presque sans vêtements, ce qui suscite l'incompréhension, compte tenu des conditions hivernales de l'expédition. De plus, des coupures mystérieuses seront trouvées sur la tente. Pourquoi 9 jeunes et en bonne santé ont-ils quitté leur tente en panique pendant la nuit et descendu rapidement la pente de la montagne, presque sans vêtements ni chaussures? Que s'est-il passé avec le groupe de Dyatlov? Le mystère du col de Dyatlov possède une unicité particulière, représentant un mythe parfait. D'une part, on sait suffisamment de choses sur l'incident. Il existe des documents, des photographies et des témoignages de proches et de témoins. En même temps, l'énigme de la mort du groupe de Dyatlov manque d'éléments clés. Même les conclusions officielles de l'enquête semblent indéterminées. L'enquête a conclu que la cause de la tragédie était une force de la nature, que les touristes n'ont pas pu maîtriser. Que s'est-il donc passé? Quelles forces n'ont-ils pas pu surmonter? Il n'est pas surprenant qu'il existe de nombreuses théories alternatives. Des espions étrangers aux criminels en fuite, des essais secrets d'équipements militaires soviétiques, à la chute d'un avion américain, des tribus locales aux animaux sauvages, de l'avalanche aux hallucinations collectives, ainsi que l'influence de la radiation, ou même des ovnis. Reste à déterminer laquelle de ces versions est la plus plausible. Une des chambres est déjà occupée, et des personnes s'affairent à empaqueter des sacs à dos avec de la nourriture, de l'équipement et des médicaments, tout le nécessaire pour une difficile expédition dans l'Oural. Le responsable du groupe, Igor Dyatlov, observe attentivement le processus de préparation. Il a 23 ans, est élancé, musclé et sûr de lui. Selon ce guide expérimenté, tout le monde souhaitait se joindre à lui pour cette randonnée. Bien que beaucoup souhaitaient participer à des randonnées sous sa direction, tous n'avaient pas cette opportunité. De plus, certains touristes qui connaissaient Dyatlov faisaient remarquer qu'il pouvait être excessivement strict et exigeant envers son équipe. Il est certain qu'Igor possédait une grande qualification. Au début de l'expédition en 1959, il avait à son actif de nombreuses expéditions, dont il avait dirigé plusieurs. Dyatlov, fils d'ingénieur et étudiant à la faculté de radioélectricité, avait, malgré l'interdiction des récepteurs radio VHF faits maison, assemblé lui-même un tel appareil et l'avait utilisé lors de plusieurs voyages précédents. Selon le plan, les touristes devaient parcourir plus de 300 km en un peu plus de 2 semaines. Compte tenu des provisions pour cette difficile expédition, le lourd récepteur radio ne semblait pas être un choix évident, bien qu'il aurait pu sauver la vie de l'équipe. Dans la chambre de l'auberge se trouvent 2 étudiantes de l'Institut polytechnique de l'Oural, Zinaïda Kolmogorova et Lyudmila Dubinina. La vingtaine, Dubinina,
est la plus jeune de l'équipe. Néanmoins, les deux filles ont déjà eu l'occasion de participer à plusieurs expéditions. Malgré sa santé fragile et ses problèmes constants de dos et de genoux, Yudan a participé à plusieurs randonnées, croyant que celles-ci contribuaient au contraire à améliorer son bien-être. Yuri devait renforcer sa santé. Cependant, c'est précisément son malaise qui le contraindra à quitter le parcours presque immédiatement, ce qui, en fin de compte, lui sauvera la vie. Yuri Krivonichenko est le principal farceur et musicien du groupe, un récent diplômé de l'Institut Polytechnique de l'Oural, travaillant actuellement comme contremaître sur un chantier dans la ville fermée de Tcheliabinsk. Alexandre Kolevatov est un étudiant de 20 ans à l'Institut Polytechnique, le plus âgé des personnes réunies dans la chambre de l'auberge. Il était responsable, mais en même temps, un jeune homme, calme et réservé. Ce qui le rendait mystérieux, c'était qu'il tenait un journal qu'il cachait soigneusement à ses amis. De plus, il fumait une vieille pipe. Rustem Slobodin peut être considéré comme une figure clé du groupe Dyatlov. Il était le fils d'un professeur, ce qui, à l'époque soviétique, était associé au prestige et à la prospérité. Enfin, le 9e homme dans la chambre de l'auberge est Nikolai Tiba-Brigno. Chercheur, il avait terminé ses études à l'Institut Polytechnique 1 an auparavant et travaillait alors comme ingénieur. À la fin des préparatifs, les 9 personnes se dirigent vers la gare ferroviaire, où un 10e participant les rejoint. Parmi les participants, Semyon Zolotarev se distingue particulièrement. Il n'est pas seulement un touriste expérimenté, mais aussi un instructeur à la base de loisirs dans la région de Sverdlovsk. Semyon avait initialement prévu de participer à l'expédition avec un autre groupe, mais en raison de circonstances personnelles, il n'a pas pu le faire et a demandé à rejoindre le groupe Dyatlov. Il a été accepté, car son expérience serait bénéfique pour l'équipe. Zolotarev est sans aucun doute le membre le plus mystérieux du groupe. Les auteurs de diverses théories concernant la tragédie de l'expédition le perçoivent souvent comme une figure centrale. Nous discuterons des raisons de cela plus tard. En attendant, notons ses impressionnantes moustaches et le fait qu'il préfère se faire appeler Sacha, tout en ayant un tatouage portant le nom Jenna. Zolotarev a également d'autres tatouages. Dans l'Union soviétique de l'époque, les tatouages étaient considérés comme assez rares, mais pour les anciens combattants, c'était un phénomène courant. Nous reviendrons plusieurs fois sur les biographies et les personnalités des participants. À ce stade de l'enquête, beaucoup des détails mentionnés peuvent sembler insignifiants, mais avec le temps, ils acquerront un sens inattendu. Ce que l'on peut affirmer à ce stade, c'est que tous les participants de l'expédition, malgré leur âge, sont des randonneurs expérimentés. Leur admission à une randonnée de 3e catégorie de difficulté parle d'elle-même. Compte tenu de la réputation de Dyatlov, on peut tirer des conclusions sur l'état psychologique des participants. Beaucoup d'entre eux tiendront des journaux pendant l'expédition, surtout s'il est nécessaire d'apporter de l'aide à un camarade. Le groupe dispose de plusieurs appareils photos destinés au rapport pour le club sportif. Cependant, les membres de l'expédition documentent également activement les événements quotidiens de la randonnée. Les pellicules retrouvées plus tard pourraient me fournir des informations importantes sur le déroulement de l'expédition et les causes possibles de leur tragique décès. Il est pertinent d'ajouter un peu de contexte historique pour mieux comprendre la situation. Il est probable que cette vidéo soit regardée par des personnes qui n'ont jamais vécu en URSS. À la fin des années 50,
Les membres du groupe Dyatlov n'étaient pas les seuls passionnés de tourisme. À cette époque, le mouvement touristique connaissait son apogée, ce qui constituait une caractéristique importante de l'ère de la détente. Les randonnées, les tentes, les guitares et les chansons de bardes ont créé une atmosphère de liberté relative pour plusieurs générations de soviétiques. Le groupe Dyatlov n'était pas la seule équipe de randonnée de son institut. L'Institut Polytechnique de l'Oural, soit dit en passant, fait partie des meilleures universités du pays, ce qui souligne également le niveau des participants à l'expédition. Les entrées dans les journaux et les témoignages d'amis confirment qu'il s'agissait de jeunes gens intelligents, polyvalents et créatifs. Malgré leur formation technique, ils écrivaient des poèmes et des chansons, s'intéressant à la photographie et, bien sûr, aimaient voyager. Le 26 janvier 1959, le groupe part de Sverdlovsk et atteint, quelques jours plus tard, le village du 40e quartier, situé près d'Ivdel. En un sens, cela marque la fin du monde civilisé. Dans la région vivaient de nombreuses personnes liées à un passé criminel ou ayant servi de garde pour d'anciens détenus. Les derniers jours de voyage, lorsque le groupe se déplaçait principalement en train et en bus, se sont déroulés paisiblement, entourés de chansons et de conversations. Cependant, plusieurs incidents méritent d'être notés. Dans la ville de Serov, les touristes n'ont pas été autorisés à passer la nuit à la gare, et Yuri Krivonichenko, le membre le plus actif de l'équipe, a organisé un petit spectacle. Il a trouvé un chapeau, a commencé à mendier et à chanter une chanson, mais a finalement été arrêté au poste de police local. Le prochain incident avec la police est survenu pendant le train, en provenance de Serov, lorsqu'un homme ivre s'est approché du groupe. Ces cas n'ont pas eu de conséquences graves pour les Dyatlov. Ils avaient une autorisation de mission, et la randonnée coïncidait formellement avec un autre congrès du Parti communiste, ce qui a probablement aidé à résoudre les situations avec la police. Ces épisodes sont significatifs, au moins pour l'une des versions répandues concernant les causes de la tragédie. Le 27 janvier, le groupe a atteint sa destination. Cependant, Yuri a commencé à ressentir des douleurs aux jambes et au dos. Quelques jours auparavant, il espérait que ces sensations désagréables disparaîtraient. Cependant, le 28 janvier, il est devenu évident qu'il ne pourrait pas continuer le chemin. Alors que 9 membres du groupe Dyatlov poursuivent leur route le long de la rivière Loz, Yuri décide de retourner au village du 40e quartier. Ce moment est crucial pour l'enquête. Tout ce qui arrivera au groupe par la suite ne pourra plus être reconstitué. Selon des témoins extérieurs, les Dyatlov ne rencontreront personne sur leur chemin, du moins personne qui pourrait faire état d'une telle rencontre. Selon le plan, ils avaient l'intention de traverser le nord de l'Oural et d'atteindre la montagne Otorten, puis de revenir pour arriver le 12 février au village de Vizhaj et envoyer un télégramme annonçant leur arrivée réussie à l'Institut. Les Dyatlov ont rencontré d'autres expéditions sur leur chemin, qui les ont avertis des fortes chutes de neige dans la région. Ainsi, l'hypothèse du chef de groupe concernant un changement de délai semble justifiée. À la mi-février, la plupart des étudiants du Polytech retournent en cours, y compris ceux qui étaient repartis en randonnée pendant les vacances. Cependant, le 16 février, pratiquement aucun des étudiants et membres du club sportif n'exprime d'inquiétude au sujet des Dyatlov. Les retards lors des randonnées, surtout en hiver, ne sont pas rares, même sur l'UBE. Yuri Yudin ne donne pas de signe d'alarme. Peut-être ressent-il un léger sentiment de culpabilité qui le retient. Pendant plusieurs jours,
Ils appellent sans cesse le responsable du club sportif et les représentants du Polytech avec des questions. Cependant, en réponse, ils ne reçoivent que des déclarations standards sur le retard du groupe et un refus d'envoyer un avion pour les recherches. En réponse, on leur fait savoir que le groupe n'est pas revenu. L'opération de recherche officielle ne débute que le 20 février. La première difficulté pour les participants aux recherches est l'absence de l'itinéraire des Dyatlov. Chaque équipe devait fournir un plan de sa randonnée, mais les Dyatlov n'en avaient pas. En fin de compte, l'itinéraire a pu être reconstitué de manière aléatoire. Plusieurs membres du groupe avaient eu le temps de partager avec des amis des détails sur le parcours à venir, ce qui a finalement aidé à établir un plan pour l'opération de recherche. Un avion AN-2 décolle le long de l'itinéraire présumé des Dyatlov. Les chercheurs espèrent découvrir soit les touristes eux-mêmes, soit des traces de leur passage depuis les airs. Des représentants du club sportif de l'Institut se rendent en hélicoptère sur le site où le groupe s'est arrêté, ainsi que dans de petits villages mansis, dont il n'y a que quelques milliers dans cette région. Dans l'un des villages, le chef local informe que le groupe de touristes leur a rendu visite il y a quelques semaines. Leur passage a été bref. Ils ont bu du thé, mais n'ont pas passé la nuit, et ont poursuivi leur voyage. Les premiers jours de recherche ne donnent aucun résultat. Malgré les efforts constants des groupes au sol, il est impossible de retrouver les traces des Dyatlov. En conséquence, les militaires se joignent aux recherches, y compris des cynophiles avec des chiens, ainsi que certains des touristes les plus expérimentés de la région et de l'Union. Des représentants du peuple local Mansi, familiers avec le territoire, participent également aux recherches. À ce stade, près de 10 jours après l'arrivée des Dyatlov au village de Vijay, presque personne ne prend au sérieux la possibilité d'une tragédie, même en envoyant des télégrammes. Oui, un dossier pénal a déjà été ouvert en raison de la disparition du groupe, et un procureur local a été désigné pour mener l'affaire. Cependant, cela ressemble davantage à une formalité. Evgueni Maslenikov, l'un des principaux spécialistes du tourisme de la région de Sverdlovsk et participant aux recherches, estime que bien que l'itinéraire des Dyatlov soit difficile, le groupe est expérimenté et bien préparé, et qu'il devrait donc réussir à relever les défis. Les chercheurs décident de placer le groupe de touristes sur la montagne Haut-Orten, qui était le point final de l'itinéraire des Dyatlov. Les touristes prévoyaient d'y laisser un repère avec une note. Il est donc logique de vérifier si les Dyatlov ont atteint Haut-Orten, afin de pouvoir ensuite continuer à suivre leurs traces. Slaptsova joue un rôle clé dans cette histoire, représentant l'une des versions les plus connues de la mort des Dyatlov. Les chercheurs, au sol, communiquent avec les groupes de recherche aériens par le biais de signaux. Les randonneurs forment des figures spécifiques avec leur corps, transmettant ainsi les résultats de leurs actions à ceux qui se trouvent dans l'avion le 25 février. Le premier succès du groupe de Slaptsova réside dans la découverte d'une trace de ski à peine visible qui pourrait appartenir aux Dyatlov. Cela se produit dans la vallée de la rivière Auspia. Pour déterminer dans quelle direction les Dyatlov se sont déplacés, ils décident de se séparer et de suivre la trace dans différentes directions. Slovtsov et son équipe trouvent un campement de touristes, probablement appartenant aux disparus, mais ils ne parviennent pas à établir quand il a été installé. Son cœur bat plus vite d'excitation. Slaptsov identifie sans aucun doute cette tente comme appartenant au groupe Dyatlov. À proximité, plusieurs skis sont enfoncés dans la neige,
Un piolet est planté près de l'entrée, et un peu plus loin se trouve la veste de tempête de Dyatlov. Une partie de la tente est recouverte d'une couche de neige d'environ 20 cm d'épaisseur. L'apparence indique que cela ne résulte pas d'une avalanche, mais d'un dépôt de neige dû au vent. À l'entrée de la tente, ouverte vers l'intérieur, les chercheurs découvrent qu'il n'y a ni vivants ni morts parmi les membres du groupe Dyatlov. Cela devient un motif de soulagement. Il reste l'espoir que leurs camarades soient encore en vie. La nouvelle encourageante concernant la tente trouvée parvient rapidement aux autres groupes de recherche et le lendemain, plusieurs d'entre eux se dirigent vers le site pour poursuivre les recherches des disparus. Il convient de noter en particulier que le procureur désigné pour l'enquête n'est pas encore arrivé à la tente. Les touristes l'examinent ainsi que les environs par eux-mêmes, agissant de manière assez chaotique. Nous réalisons déjà que la tente constitue un élément de preuve important et un potentiel lieu de crime, ce qui signifie qu'il y a un risque que des détails critiques aient pu être perdus, négligés ou même accidentellement détruits par les participants à la recherche. Une manifestation frappante de l'inspection désordonnée se manifeste par de nombreuses coupures sur le mur de la tente, orientées vers le bas de la pente. Au début, personne n'y prête attention, et par la suite, les chercheurs ne pourront pas se souvenir de qui les a remarquées en premier. Lors d'une inspection rapide à l'intérieur de la tente, on découvre des appareils photo, une bouteille d'alcool, une boîte contenant des documents et de l'argent. À l'extérieur, une lampe de poche en état de marche repose sur la tente. La découverte d'alcool et d'argent est un autre fait encourageant, car cela suggère qu'une attaque de criminels est peu probable. L'une des trouvailles les plus significatives est le journal du groupe, dont la dernière entrée date du 31 janvier. Celle-ci indique que les touristes ont quitté la vallée de la rivière Auspia et prévoyaient d'atteindre la montagne Otorten en 2 jours. Avant cela, ils avaient décidé de créer un labaz, un dépôt de provisions et d'équipements excédentaires afin de monter léger et de revenir ensuite chercher leurs affaires. Après l'inspection de la tente, les chercheurs se divisent en groupes pour poursuivre les recherches. Environ 20 mètres plus bas, sur la pente, une des équipes découvre des traces. Certaines d'entre elles sont grandes, d'autres beaucoup plus petites, ce qui indique qu'elles ont été laissées par des personnes sans chaussures. 9 paires de traces s'étendent sur environ 1 kilomètre en direction de la vallée de la rivière Lose. Au début, elles avancent ensemble, puis se séparent en 2 lignes parallèles, avant de se rejoindre à nouveau et de se perdre sous la neige fraîchement tombée. En même temps, à 1,5 km de la tente, dans la vallée de la rivière Lose, un autre groupe de chercheurs examine le terrain pour établir un camp. Non loin d'un ruisseau, près d'un grand cèdre, ils découvrent des traces d'un feu de camp. Dans l'ensemble, cet endroit semble peu attrayant pour allumer un feu. Lors de l'organisation du camp, à une altitude d'environ 10 mètres, les chercheurs remarquent quelque chose d'inhabituel qui émerge de sous la neige. En y regardant de plus près, il s'avère qu'il s'agit d'un genou humain. Ainsi, les 2 premiers corps du groupe Dyatlov ont été découverts. Les chercheurs supposent que d'autres corps pourraient se trouver à proximité, mais à la place, ils tombent sur des souches de jeunes cèdres coupés. Il est probable que les arbres aient été abattus pour allumer un feu. Cependant, la question se pose. Pourquoi y a-t-il alors autant de bois mort à proximité qui aurait été beaucoup plus facile à utiliser? D'autres chercheurs arrivent sur le lieu de la découverte pour récupérer les corps trouvés.
Il s'agit des corps de Doroshenko et Krivonichenko. Aucun des victimes ne porte de veste ni de pantalon. Seul l'un d'eux a une chemise à carreaux et des sous-vêtements longs, qui sont également très usés. Des blessures sont visibles sur leur visage, ressemblant à des marques de bec d'oiseaux ou de griffes d'animaux. Sous l'un des corps se trouvent des branches cassées de cèdre. Entre-temps, le procureur et des représentants de la police arrivent sur les lieux de l'incident avec des chiens. Cet homme est habillé plus chaudement que les membres du groupe retrouvés précédemment. Il porte un pull, un gilet et un pantalon, mais il est également sans bonnet, gants et chaussures, ne portant que des chaussettes différentes. Lorsque les chercheurs dégagent son visage de la neige, beaucoup le reconnaissent immédiatement. Pour le chef du groupe, Igor Dyatlov, les événements de ce jour-là se déroulent rapidement. À quelques centaines de mètres de lui, un chien découvre un autre corps gelé. C'est une femme qui, contrairement aux autres victimes, est relativement bien habillée. Elle porte une veste, un bonnet et un pantalon. Mais elle n'a pas de chaussures. Elle n'a que des chaussettes aux pieds. Le visage de la femme est couvert de traces de sang. Compte tenu des corps trouvés, le touriste expérimenté Evgueni Maslenikov avance la première hypothèse sur les événements. Il suppose qu'une tempête pourrait être à l'origine de la mort des membres du groupe Dyatlov, les ayant emportés en bas de la pente. Maslenikov envoie un télégramme à ses collègues et reçoit une question logique. Si le vent était vraiment si fort pour emporter des personnes, pourquoi alors la tente et son contenu sont-ils restés sur place? À la lumière des événements récents, il avait été décidé de remplacer le procureur local par un professionnel plus expérimenté. À partir du 1er mars, l'affaire est confiée à Lev Ivanov, qui deviendra une figure importante dans l'enquête sur la mort du groupe Dyatlov. Ivanov se rend sur les lieux de la tragédie, où sa principale tâche est d'étudier la situation et de retrouver les membres restants du groupe. Les capacités des chiens ne sont pas illimitées. Par exemple, pour retrouver des corps enfouis profondément dans la neige, ces animaux ne sont pas efficaces. C'est pourquoi les chercheurs continuent d'explorer la pente de la montagne, utilisant de longues sondes pour percer la neige. Ce travail est très laborieux et nécessite une grande prudence, car des corps peuvent se trouver sous la neige. Ces tentatives ne donnent aucun résultat, et les chercheurs, avec des détecteurs de métaux, se révèlent tout aussi inutiles que les chiens lorsqu'il s'agit de fouiller sous une épaisse couche de neige. À son arrivée, Lev Ivanov examine attentivement l'état de la tente des Dyatlov. Après l'avoir inspectée après le passage des touristes non spécialisés, il conclut que l'emplacement choisi pour l'installation était malheureux en raison du vent fort. Cependant, la tente reste tout de même solidement en place. Dans l'un de ses premiers télégrammes, Ivanov avance l'hypothèse d'un vent tempétueux comme possible cause initiale de la tragédie, s'appuyant sur le fait que des traces de préparation du dîner ont été trouvées dans la tente, ainsi que presque tous les vêtements d'extérieur. Près de la tente, il y a des traces d'urine humaine. Pendant qu'un groupe allumait un feu temporaire près du cèdre, l'autre a tenté de retourner à la tente, mais a gelé en chemin. Le groupe restant était bientôt menacé d'un sort similaire, car il n'avait ni vêtements ni nourriture. Cela n'explique cependant pas pourquoi la tente est restée à sa place. Mais comment expliquer alors les coupures sur un côté de la tente, ainsi que sur toutes les affaires? De plus, l'hypothèse d'un vent tempétueux ne sera pas confirmée au cours de l'enquête ultérieure. Malgré les défauts de cette conclusion préliminaire, cette théorie présente des points logiques.
Le fait que les corps aient été principalement retrouvés sans vêtements peut indiquer que les touristes faisaient face à une menace au moment de se changer. Cette menace était si grave et prolongée qu'elle a poussé les voyageurs à descendre la pente vers la vallée de la rivière Lisa. L'expert en tourisme Maslenikov présente bientôt une nouvelle version des événements. Il suppose que cette menace pourrait avoir été un phénomène décrit par des témoins comme une boule de feu qui aurait été observée dans cette région les 1er et 17 février. Dans le second cas, il s'agissait d'un groupe de touristes dirigé par Karelin. Les participants ont rapporté qu'ils avaient été réveillés tôt le matin du 17 février par les cris de leurs camarades qui préparaient le petit déjeuner à l'extérieur. Les touristes sont sortis de la tente, principalement sans vêtements, et ont remarqué dans le ciel une énorme sphère lumineuse qui augmentait progressivement. Un des touristes a déclaré que c'était quelque chose de plus qu'une météorite, et il semblait qu'elle allait bientôt tomber sur Terre. Finalement, le groupe a observé la sphère se déplacer dans le ciel pendant 1 minute avant de disparaître. La dernière entrée dans le journal du 31 janvier mentionne des rapports selon lesquels une telle sphère avait été observée non seulement le 17 février, mais aussi le 1er février. Un autre fait intéressant lié au groupe de Karelin est que peu avant l'incident avec la boule de feu, ils avaient fait une pause pour prendre le thé dans l'un des villages chez les Mansi. Le chef de ce village a ensuite informé les chercheurs de Dyatlov que des touristes s'étaient arrêtés chez lui. Mais en réalité, Dyatlov et le groupe central des Mansi n'étaient pas passés. Il les avait simplement confondus avec le groupe de Karelin. Les représentants des populations autochtones ont joué un rôle significatif dans l'histoire de la disparition des touristes de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Une des versions suppose qu'ils pourraient être responsables de la tragédie. Peut-être que les étudiants ont offensé quelqu'un des Mansi ou ont profané un lieu sacré pour eux, ce qui a conduit à l'attaque et à la mort des touristes. Nous reviendrons sur cette théorie plus tard. Pour l'instant, notons que la composition de l'équipe de recherche de Dyatlov comprenait des membres des populations autochtones, grâce à qui le Labas des Dyatlov a été retrouvé le 2 mars. Malheureusement, il ne contient pas d'informations importantes, si ce n'est que son contenu semble intact. 3 jours plus tard, à environ 1 kilomètre de la tente, le corps de Rustem Bodin a été retrouvé, qui était plutôt bien habillé. En ce qui concerne les autres affaires, Bodin portait une chemise, un pull, des caleçons et un pantalon. Il avait une botte en feutre à une jambe et un bonnet de ski sur la tête. Ce dernier détail soulève à nouveau des doutes sur la version du vent tempétueux. Comment le bonnet a-t-il pu rester en place? Slobodin a été retrouvé allongé sur le ventre, avec une petite dépression dans la neige sous son visage, ce qui indique qu'il respirait encore en étant au sol. Cependant, ce qui est le plus curieux, c'est la marque sur sa tête, suggérant un possible coup violent avec un objet contondant. En même temps, des données d'expertise sur la tente concernant les étranges coupures ont été reçues. D'un côté de la tente, les coupures ont été effectuées par les chercheurs le premier jour de sa découverte. Cependant, de nombreux petits dommages de l'autre côté n'ont pas été causés par eux. L'expertise ultérieure des coupures de la tente confirme qu'elles ont été faites avec un couteau et, ce qui est particulièrement important, les coupures ont été réalisées de l'intérieur et non de l'extérieur. Cela indique que les Dyatlov, peut-être pour une raison précise, ont tenté de quitter la tente en urgence, n'ayant pas eu la possibilité de l'ouvrir tranquillement à la sortie. En même temps,
les résultats de l'expertise médicale sont prêts, selon lesquels la mort des 5 touristes retrouvés est survenue en raison d'une hypothermie. Cependant, la question principale sur les causes de ce qui s'est passé et la localisation des 4 autres participants reste sans réponse dans le cadre de l'enquête en cours. Les proches des 5 étudiants retrouvés se préparent aux funérailles et ils sont surpris par l'insistance des autorités à organiser les cérémonies dans les montagnes ou à Yvdel, ce qui semble très inhabituel étant donné que tous les défunts vivaient et étudiaient à Sverdlovsk. En raison des insistantes protestations des proches, ils obtiennent finalement la permission d'organiser les funérailles en ville. Cependant, l'information sur le groupe disparu et les corps retrouvés se propage rapidement à Sverdlovsk. De nombreuses personnes, selon certaines sources, plus d'1 millier, viennent faire leurs derniers adieux aux membres du groupe. 4 des 5 victimes sont enterrées dans le même cimetière de la ville, tandis que Yuri Krivonichenko est inhumé dans un autre. C'est son père qui est devenu la source du témoignage concernant la supposée boule de feu. Le 1er février, 2 touristes de l'Institut, présents aux funérailles, lui ont raconté qu'ils avaient observé quelque chose de similaire, tout comme les membres du groupe de Caroline, qui avaient mentionné un incident le 17 février. L'information sur la mystérieuse boule de feu, enregistrée plusieurs fois en février, parvient au procureur Ivanov. La coïncidence des témoignages de plusieurs sources indépendantes confère à cette information une crédibilité, écartant la possibilité qu'elle soit attribuée à une invention ou à une erreur. De plus, Ivanov dispose de photographies prêtes, prises par les caméras engagées du groupe peu avant la tragédie. Les chercheurs ont trouvé 3 appareils photo dans la tente. Après le développement des films, les enquêteurs ont vu sur les clichés des images familières d'une randonnée, la nature, les interactions entre les touristes, les promenades en ski et les pauses. Cependant, à mesure que l'on s'approche de la fin du film, il devient de plus en plus difficile de regarder ces photos, non pas à cause de leur contenu, mais en raison de la prise de conscience que les personnes sur les photographies se dirigent vers leur propre mort. Cependant, la dernière photo du film de l'appareil photo de Krivonichenko a suscité l'intérêt de l'enquêteur pour une autre raison. Il s'agit d'une image sombre avec une lumière vive floue. Cela rappelle les récits sur la boule de feu. Nous discuterons des raisons de cela plus tard. Tandis que l'enquêteur Ivanov poursuit son investigation, les chercheurs tentent de retrouver les corps des 4 touristes restants dans la zone de l'attente. Mars et avril passent sans résultat. Ce n'est qu'au début de mai, avec la fonte des neiges, qu'une découverte inattendue se produit. En premier lieu, apparaissent de petites branches cassées de sapins et de cèdres qui ne semblent pas avoir été dispersées au hasard, mais qui s'alignent pour former quelque chose ressemblant à un chemin menant au danger. L'une des découvertes est faite par un chasseur Mansi. En suivant le chemin près du ravin, il tombe sur une jambe de pantalon gelée dans la neige, qui semble avoir été coupée de manière brutale. Les chercheurs, arrivés sur les lieux, découvrent à proximité un morceau de pull, et plus tard dans la même journée, ils trouvent le corps. Il sera établi par la suite qu'il s'agit de Lyudmila Dubinina. Au cours de fouilles supplémentaires, 3 autres corps d'hommes sont retrouvés à proximité. Ils sont disposés très près les uns des autres, comme si des amis avaient tenté de se réchauffer dans leurs dernières minutes. Il s'agit de Zolotaryov, Kolevatov et Tiba Brigno. Les corps présentent des signes de décomposition
liée à un contact partiel avec l'eau. Cependant, même cela n'explique pas pourquoi certains corps n'ont pas de globes oculaires et pourquoi Dubinina n'a pas de langue. L'aspect le plus intrigant concernant les 4 corps retrouvés se révèle après l'autopsie. Dans les cas de Lyudmila Dubinina, Zolotaryov et Tiba Brigno, la cause de la mort est due à des blessures causées par l'effet d'une grande force. Les 2 premiers présentent des fractures multiples des côtes, tandis que Tiba a une fracture de la base du crâne. Ainsi, selon le rapport d'expertise, la mort est considérée comme violente. Il n'est pas clair ce que signifie exactement le terme « violente ». Cela peut être causé par l'action des forces de la nature ou de l'homme. Cependant, cela complique considérablement l'enquête. De telles blessures auraient un peu de chance de résulter d'une chute, car il n'y avait pas de grosses pierres ou d'objets sur la pente contre lesquels les touristes auraient non pu se heurter. En mai 1959, les funérailles des derniers membres du groupe de touristes de Dyatlov ont eu lieu. Les proches des victimes insistaient pour que les cercueils soient ouverts, mais sur ordre du procureur Ivanov, la cérémonie s'est déroulée avec des cercueils fermés. Le procureur a expliqué cela par le degré de décomposition des corps, ajoutant que seul le père de Dubinina avait été autorisé à voir le corps, après quoi il a perdu connaissance. L'enquête n'a pas réussi à trouver de preuves évidentes à l'appui de l'une ou l'autre des versions. Il existe de nombreuses versions, et nous allons essayer d'identifier la véritable parmi elles. Il convient de noter qu'en l'espace d'un demi-siècle, un nombre excessif de théories a émergé. Il ne sera pas possible d'examiner toutes ces théories en détail, donc nous nous concentrerons sur les principales, où l'on peut discerner une logique et une motivation. Toutes les théories peuvent être regroupées en 4 grandes catégories, basées sur les faits principaux, tant indirects que directs. La première catégorie concerne les phénomènes naturels. Elle inclut des manifestations naturelles telles que les tempêtes et les avalanches. La version criminelle inclut des chasseurs mansis, des criminels en fuite et d'autres facteurs. Il existe également une version anormale qui relie les événements aux ovnis, à l'infrason et à des phénomènes similaires. Comme l'a remarqué Sherlock Holmes, si l'on élimine tout ce qui est impossible, la vérité sera ce qui reste, même si cela semble extrêmement improbable. Appliquons ce principe à l'enquête sur la tragédie du groupe de Dyatlov. L'un des avantages de cette théorie est que les autorités surveillaient beaucoup moins strictement la population autochtone que les citoyens ordinaires. La probabilité suivante est que les étudiants aient pu pénétrer dans un lieu sacré pour les autochtones ou avoir rencontré des mansis, ce qui aurait conduit à un conflit et, finalement, à la mort des membres du groupe de Dyatlov. Actuellement, cette version a peu de partisans et suscite difficilement l'adhésion. Déjà en 1959, elle a été rapidement abandonnée. À ce moment-là, la conception des lieux sacrés chez les mansis avait pratiquement disparu. De plus, les mansis sont un peuple amical. Des groupes de touristes se sont plusieurs fois arrêtés dans leur village, et certains membres de la communauté ont aidé dans les recherches des membres du groupe de Dyatlov. La version de l'avalanche semble être une explication naturelle pour cette situation. La plupart des incidents impliquant des touristes en montagne, à travers le monde, se produisent justement à cause de cela, et les avalanches sont responsables d'environ 80% des décès. Ainsi, attribuer tout à une avalanche serait tout à fait logique. Cependant, même le parquet n'a pas accepté cette version lors de l'enquête initiale. Tout d'abord, la position de la montagne Kolachakl
et son angle d'inclinaison réduisaient considérablement la probabilité d'une avalanche. Depuis au moins 60 ans, aucun cas d'avalanche n'a été enregistré ici. Après l'incident du groupe de Dyatlov, le procureur Ivanov, l'expert en tourisme Maslenikov et d'autres spécialistes ont noté qu'il n'y avait aucun signe de déclenchement d'avalanche sur les lieux de l'accident. La tente était solidement installée et les bâtons de ski, à proximité, restaient également en place. L'épaisseur de neige sur la tente était très faible. Les partisans de la version de l'avalanche expliquent l'absence de signes de son déclenchement par le fait que la neige a été soufflée par le vent. Cela semble étrange, car les traces des membres du groupe de Dyatlov laissées lors de la descente sont également restées intactes. De plus, les blessures et les causes de décès des participants à l'expédition varient. Le gel pourrait justifier la version de l'avalanche, mais tous ne sont pas morts d'hypothermie. Subir des blessures, telles que des fractures des côtes et des traumatismes crâniens, comme ceux de Zolotov, Dubinina et Blem, à cause d'une avalanche serait assez difficile. Ce n'est pas une avalanche typique. L'un des principaux partisans de cette version est Boris Slaptsov, l'un des participants aux recherches qui a découvert la tente. Les partisans de la théorie de la plaque de neige estiment que les corps retrouvés, leurs blessures et l'état des effets personnels des touristes confirment leur point de vue. Il convient de noter que la plaque de neige est différente d'une avalanche. Une plaque de neige s'est détachée sur la pente. En conséquence, de nombreux corps étaient dépourvus de vêtements et les fractures des côtes et du crâne pouvaient être le résultat de la chute de la plaque. Les touristes ont essayé de couper la tente de l'intérieur pour s'échapper. Certains d'entre eux ont subi des blessures graves, tandis que les autres, moins gravement blessés, les ont aidés à sortir et à descendre. Les blessés ont été laissés dans un ravin et couverts, ce qui explique qu'ils avaient non plus de vêtements sur eux. Les autres touristes ont tenté de revenir à la tente, mais ont perdu leur force et sont morts d'hypothermie. Un argument fort en faveur de la théorie de la plaque de neige et la présence de preuves directes. De nombreux touristes sont effectivement décédés d'engelure, ce qui s'intègre logiquement dans la situation liée à la chute de la plaque. Les auteurs de cette théorie expliquent l'absence des yeux et de la langue chez certaines victimes par l'action des animaux. Néanmoins, cela n'explique pas plusieurs détails, et les versions présentées ne semblent pas suffisamment convaincantes. En conséquence, la théorie de la plaque de neige n'a pas reçu une large reconnaissance. Elle a ses partisans, mais il y a également de nombreux opposants. Comment ces touristes ont-ils pu parcourir un si long chemin de plus d'1 kilomètre avec de graves blessures, même avec l'aide des autres? À en juger par le nombre de traces laissées, tous les membres du groupe sont descendus seuls et en toute sécurité, et non pas portés par leurs camarades. Comment les membres du groupe qui ont survécu ont-ils pu construire un abri, allumer un feu et accomplir d'autres actions, étant presque sans vêtements? Il ne faut pas oublier qu'ils ont probablement fait cela la nuit. La troisième version suppose que la cause de ce qui s'est passé était un vent fort. Initialement, cette théorie a été envisagée par certains chercheurs et le procureur, mais une analyse plus approfondie la rend peu probable. Bien que le vent puisse être puissant, il n'est pas suffisant pour faire tomber des personnes et leur infliger de graves blessures, tandis qu'un vent ouragan serait presque 2 fois plus puissant. De plus, même si l'on suppose qu'un ou plusieurs membres du groupe ont été emportés par le vent et que les autres se sont précipités à leur secours, il reste flou pourquoi ils ont agi pratiquement sans vêtements ni chaussures.
Comprendre le désir de sauver des amis est logique, mais les Dyatlov étaient des touristes expérimentés et n'étaient pas des personnes stupides. Il est peu probable qu'ils aient agi de cette manière dans une situation aussi complexe. Enfin, la tente laissée sur place et de nombreux objets contredisent probablement la version d'un vent fort. La quatrième version concerne les armes, en particulier les boules de feu. Le procureur Lev Ivanov a mentionné dans une interview accordée à un journal en 1990 qu'on l'avait fortement incité à classer l'affaire et à ne pas développer la théorie des boules de feu. De plus, il a exprimé l'opinion que ces boules pouvaient être la véritable cause de la mort des Dyatlov. D'une part, les données d'Ivanov, présentées dans le journal 30 ans après la tragédie, doivent être abordées avec un certain scepticisme. Il ne précise pas si les boules étaient des armes ou des fusées, et décrit ce phénomène de manière assez vague, comme un amas d'énergie que la science moderne ne parvient pas à expliquer. D'autre part, même des connaissances de base en histoire nous permettent de comprendre à quelle époque la tragédie du groupe Dyatlov a eu lieu. C'était l'époque de l'apogée de la guerre froide et de la course spatiale, liée au cosmodrome de Plesetsk et Baïkonour. À Baïkonour, des lancements de fusées ont eu lieu en février et mars, ce qui peut être lié aux observations de boules de feu enregistrées par le groupe de touristes de Karelin et d'autres témoins dans la région des Urals du Nord. C'est précisément durant cette période que de tels lancements ont eu lieu. Parmi les chercheurs de la tragédie, de vives discussions ont lieu sur la possibilité d'observer des lancements de fusées depuis certains cosmodromes. Cependant, l'essentiel est qu'il n'existe en réalité aucune preuve que quelqu'un ait vu des boules de feu précisément le 1er février, date à laquelle les événements impliquant le groupe Dyatlov se sont produits. Il existe une histoire floue liée au père de Kolevatov qui aurait été informé par 2 touristes de l'Institut à ce sujet. En attendant, la photographie provenant de l'appareil de Krivonichenko, sur laquelle une brillante tache se détache sur un fond sombre, est probablement un cliché accidentel, pris soit par le touriste lui-même, soit trouvé par l'un des chercheurs. Ce point au centre est manifestement un reflet, ce qui peut être confirmé par sa forme octogonale. Le souhait des hauts responsables de l'époque de clore l'affaire et de ne pas approfondir la théorie des boules de feu pourrait avoir été influencé par des liens avec les lancements de fusées. Parmi les versions de ce qui s'est passé, une hypothèse sur l'impact de la radiation a émergé. Selon cette théorie, les touristes auraient pu être exposés à des radiations causées par une sorte d'arme. Cette théorie est apparue au printemps 1959, lorsque Ivanov menait son enquête et interrogeait des experts en tourisme. L'un d'eux a émis l'hypothèse que le comportement étrange des touristes pourrait avoir été provoqué par l'influence de certains gaz. Sur les vêtements de certaines victimes, en particulier ceux qui ont été retrouvés en dernier dans le ravin, un niveau élevé de radiation a été enregistré. Cependant, cette version présente des problèmes, bien que le niveau de radiation chez certains touristes ait effectivement dépassé les valeurs normales. Il n'était pas suffisamment élevé pour causer des dommages graves. Pour cela, la valeur aurait dû être 50 ou même 100 fois plus élevée. La présence de radiation sur les vêtements des victimes retrouvées près du ruisseau peut être expliquée, par exemple, par des essais nucléaires sur la Nouvelle-Zambie durant le même hiver. La étrange teinte sombre ou orange de la peau que certains témoins ont décrite chez les défunts pourrait également être liée au fait que les corps ont été exposés au soleil pendant un certain temps avant d'être recouverts de neige. L'exposition aux ultraviolets semble être une explication plus probable que la radiation. À la théorie de la radiation,
On peut ajouter l'hypothèse de l'infrason, qui aurait pu se produire dans les montagnes en raison des mouvements d'air. Cependant, l'utilisation de l'infrason comme arme a été abandonnée par certains États, car son impact s'est révélé extrêmement faible et n'aurait pas pu provoquer un comportement aussi inadapté chez les membres de l'expédition. La version criminelle suppose que les membres du groupe de touristes auraient bien pu devenir les victimes de criminels évadés, d'anciens prisonniers ou de braconniers. De plus, rien n'a été volé dans la tente et le lavage des touristes, ni argent, ni alcool, ni nourriture. La version conspirationniste, présentée comme la 6e, est l'une des plus complexes. Ses partisans affirment que 2 membres de l'expédition ont collaboré avec le KGB et que toute l'expédition a été utilisée dans le cadre d'une opération de transmission contrôlée d'informations, sous le prétexte d'une randonnée étudiante. Des représentants du KGB auraient dû rencontrer des espions étrangers dans les montagnes de l'Oural pour leur transmettre des données secrètes, y compris des informations sur le programme nucléaire soviétique. Les étrangers, croyant que l'information était réellement précieuse, sont en réalité devenus des victimes de désinformation orchestrée par le KGB. À la suite de cette rencontre, quelque chose a mal tourné. Il est possible que les étrangers aient commencé à suspecter un problème et aient décidé de se débarrasser des touristes, agissant de manière professionnelle et sans laisser de traces. Le premier plan consistait à évacuer tout le monde sous la menace d'une arme et à les laisser geler. Comme ce plan n'a pas complètement fonctionné, 3 participants ont dû recourir à la force physique, ce qui explique les côtes fracturées, les contusions et l'absence de langue chez les victimes. Pour soutenir cette version, on peut noter qu'à l'époque de la guerre froide, des États étrangers menaient effectivement des activités d'espionnage sur le territoire de l'Union. Des avions de reconnaissance, des sondes et des parachutages d'agents étaient utilisés. Le principal inconvénient de cette version réside dans l'absence de preuves directes. Tous les témoignages reposent sur des données indirectes disponibles dans le dossier. Les partisans de la théorie de la transmission contrôlée affirment que l'absence de preuves évidentes du meurtre du groupe Dyatlov témoigne d'un haut niveau de préparation des coupables, des espions étrangers. Cependant, l'absence de preuves témoigne plutôt d'un manque de faits que de soutenir les théories conspirationnistes. Cette version constitue une partie significative du mythe autour de Dyatlov, et la plupart de ces aspects sont liés au mystère. Beaucoup continuent de croire que les autorités cachent encore quelque chose. Cependant, rien ne peut expliquer de manière définitive les raisons de la mort du groupe. Si l'on considère uniquement les faits, de telles hypothèses semblent peu logiques. Plus tard, à l'époque de l'Union soviétique, l'affaire a été déclassifiée. Depuis le début de la perestroïka et après la dissolution de l'URSS, de nombreux documents ont été déclassifiés, y compris ceux qui sont gênants pour les autorités. Ainsi, la méthode de Sherlock Holmes ne fonctionne pas dans cette situation. Nous avons écarté toutes les versions peu probables, mais au final, il ne reste rien qui puisse expliquer ce qui s'est passé. Dans le contexte de tout ce qui a été exposé, la théorie de l'effondrement d'une plaque de neige semble plus plausible, bien qu'elle ne soit pas parfaite et soulève certaines questions. Nous disposons de faits concrets trouvés sur le lieu de la tragédie qui soutiennent cette hypothèse. En revanche, d'autres théories reposent au mieux sur des indices indirects. Il est probable que le principal problème avec le scénario de l'effondrement de la plaque de neige réside dans son manque d'attrait captivant, tandis que le mystère du groupe Dyatlov demeure séduisant et intéressant. Nous avons une multitude d'informations, mais pas assez pour fournir une réponse définitive. Dans ce cas,
Le processus même de recherche de la solution est beaucoup plus captivant que le résultat, peu importe ce qu'il sera.